Cette présentation PowerPoint est le résumé de la deuxième session de formation du réseau Maternelle Jardin 2017-2018 qui a été donnée au mois de février et de mars. Cette troisième session de formation portait sur le sujet des mathématiques et plus particulièrement sur les attentes 18 à 21. Les éléments abordés étaient les éléments suivants. La mesure, c'est l'attente 18, la géométrie, l'attente 19. Modélisation et algèbre, suite, attente 20, traitement des données et probabilités, l'attente 21, et la planification. Voici une citation du guide d'enseignement efficace des mathématiques de la maternelle à la troisième année de la mesure. Voici un extrait du guide d'enseignement efficace des mathématiques de la maternelle à la troisième année de la mesure. Cet extrait nous explique que le but premier de l'enseignement en mesure est de développer le sens de la mesure. L'équipe pédagogique doit amener les enfants à faire les suivants. La mesure fait partie de l'attente 18. Cette attente se lit comme suit. Au fur et à mesure de sa progression dans le programme, l'enfant mesure et compare la longueur, la masse, la capacité et l'aire d'objet ainsi que la température et le passage du temps à l'aide d'unités de mesure non conventionnelles dans le contexte de l'apprentissage par le jeu et par l'enquête. Il y a aussi une liste de compréhension conceptuelle que vous voyez ci-dessous. Voici les deux contenus d'apprentissage de l'attente 18. Voici les attributs de la mesure, la longueur, la masse, la capacité, la température, l'air et le temps. On voit que plus l'unité de mesure est petite ou grande, plus le nombre d'unités requis pour mesurer est grand ou petit. Dans les deux prochaines diapositives, vous allez voir les tableaux de progression qui viennent du guide d'enseignement efficace des mathématiques de la maternelle à la troisième année de la mesure. Sur cette diapositive, c'est le tableau de progression de la longueur. Voici le tableau de progression de la capacité et masse. Voici une explication de trois concepts qu'il faut savoir en mesure. L'objet étalon, l'itération et la sériation. Cette vidéo de la mesure se retrouve sur le site web Transition M3. Vous pouvez aussi trouver le lien dans le PowerPoint du réseau Session 2 dans le EAV. Voici quelques exemples d'activités de mesure. La documentation pédagogique nous aide à provoquer et prolonger l'apprentissage des mathématiques. Dans cette vidéo de vimeo.com, vous allez voir des enfants qui mesurent avec des unités non conventionnelles. Vous pouvez cliquer sur le lien dans le PowerPoint du réseau Session 2 dans le EAV. Afin de constater et identifier l'apprentissage avec les jeunes, on peut poser des questions ouvertes. La géométrie et le sens de l'espace fait partie de l'attente 19. Cette attente se lit comme suit. Au fur et à mesure de sa progression dans le programme, l'enfant décrit, trie, classe, classifie, construit et compare des figures planes et des solides et décrit la position et le déplacement des objets par l'exploration. Il y a aussi une liste de compréhension conceptuelle que vous voyez ci-dessous. Voici les trois contenus d'apprentissage de l'attente 19. Dans les trois prochaines diapositives, vous allez voir des tableaux de progression qui viennent du guide d'enseignement efficace des mathématiques de la maternelle à la troisième année de la géométrie 2003. Cette diapositive nous montre un tableau de progression des figures planes. Vous pouvez voir des concepts, des habiletés et le vocabulaire. Voici le tableau de progression des solides. Voici deux tableaux de progression. Le premier, c'est le tableau de progression des positions d'objets et de formes. Le deuxième, c'est les déplacements d'objets et de formes. La géométrie, c'est l'étude des formes géométriques et les solides, et le raisonnement spatial. Voici les compétences qu'on veut développer. La reconnaissance de la position et l'orientation de formes et figures fixes, la visualisation, la rotation mentale et transformation des objets,
et la perspective. Ces compétences sont facilement visibles par la documentation des observations dans l'ère de construction et les casse-têtes. C'est très important dans le développement des autres habiletés mathématiques, surtout entre l'âge de 3 à 6 ans. Voici une vidéo de l'importance des blocs animée par Dr. Clements, qui se trouve sur le site web etfoplay.ca. Vous pouvez aussi cliquer le lien dans le EAV dans le PowerPoint du réseau Session 2. Sens de l'espace. Afin de faire preuve d'un sens de l'espace, les élèves doivent posséder des habiletés spatiales, notamment l'orientation spatiale et la visualisation. Grâce à l'orientation spatiale, ils peuvent situer leur position par rapport à des objets ou à des points dans l'espace et peuvent se déplacer dans leur milieu. Ils comprennent et établissent les liens entre leurs différentes positions dans l'espace. Quant à la visualisation, elle leur permet de créer des images mentales, de les manipuler et de s'en servir pour faciliter la résolution de problèmes. Voici 2 exemples d'activités pour développer le sens spatial. Voici quelques photos prises du livre Messy Math pour montrer des formes avec les trésors de la nature. Voici quelques exemples d'activités de géométrie et sens de l'espace. Dans les prochaines diapositives, les suites et traitements des données et probabilités seront abordés. L'attente 20 se lit comme suit. Au fur et à mesure de sa progression dans le programme, l'enfant identifie, explore, décrit, compare, crée, prolonge et représente des régularités de différentes façons en cherchant le motif d'une suite et en prédisant les termes suivants de la suite. Il y a aussi une liste des compréhensions conceptuelles ci-dessous. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre au fascicule 1 du Guide d'enseignement efficace des mathématiques de la maternelle à la 3e année de la modélisation et l'algèbre, à la page 25 à 39. Pourquoi enseigner les suites? Voici une citation qui vient du Guide d'enseignement efficace des mathématiques de la maternelle à la 3e année de modélisation et algèbre, fascicule 1, des régularités et relations, à la page 26. Les suites. Pourquoi? Premièrement, c'est la base du raisonnement algébrique. Ça permet aux enfants d'explorer et ensuite développer la capacité de remarquer des régularités. De plus, ils peuvent identifier les suites non numériques, ensuite s'exercer à prédire ce qui arrivera, à parler des relations et à voir les liens. Finalement, ça leur permet de développer le sens du symbole comme outil de représentation. Voici le tableau de progression des régularités et relations qui vient du Guide d'enseignement efficace des mathématiques de la maternelle à la 3e année, modélisation et algèbre, fascicule 1, régularité et relations. Les suites non numériques à motifs répétés. Ceci vient du Guide d'enseignement efficace des mathématiques de la maternelle à la 3e année, la modélisation et l'algèbre, fascicule 1. Selon le Guide d'enseignement efficace et la recherche en Ontario, il existe un certain ordre de complexité des habiletés pour les enfants, relatif à l'apprentissage des suites et de l'attente 20. Les enfants, avant tout, doivent maîtriser une habileté à la fois avant de progresser et d'ajouter d'autres habiletés plus complexes. Avant de courir, il faut tout d'abord apprendre comment marcher. Avant de créer les suites, les élèves doivent d'abord reconnaître, comparer, décrire, changer la représentation et prolonger une grande variété de suites. Ça veut dire que les enfants ont besoin de travailler les suites à motifs répétés tout au long de l'année afin qu'ils soient en mesure de créer les suites. La première habileté, ça veut dire l'habileté à reconnaître les suites, en effet contient plusieurs étapes avec un ordre de complexité à suivre aussi. L'habileté à reconnaître les suites non numériques à motifs répétés.
C'est quoi l'habileté chez les enfants à reconnaître les suites non numériques à motifs répétés? C'est la capacité chez l'enfant d'isoler et d'identifier des régularités qui se répètent et qui se sont présentes dans les suites non numériques. Ceci implique une certaine compétence de l'enfant à déterminer le motif qui se répète. Il est important et essentiel de présenter le motif complet au moins 3 fois avant de demander à l'enfant d'identifier le motif ou bien de prolonger la suite. Tout d'abord, en premier, on observe une suite ayant un attribut et un motif à 2 éléments. Ça veut dire que la suite a une structure AB, par exemple, ou rouge, jaune, si on parle de 2 sortes de bâtons avec 2 couleurs. Donc, il y a seulement un attribut, dans ce cas, c'est la couleur, et 2 éléments. Donc, il y a la couleur rouge et jaune. Un bâton rouge, un bâton jaune. Donc, il y a seulement 2 éléments dans le motif qui se répètent et un attribut. Donc, l'enfant a besoin de cibler seulement un attribut et non plusieurs attributs lorsqu'il observe les suites et le motif. Donc, en premier, on explore d'abord une suite n'ayant qu'un seul attribut dont le motif ne comprend que 2 éléments. Donc, l'attribut peut être le mouvement, la position, le son, la forme ou la couleur. En deuxième, on va changer l'attribut. Donc, ça veut dire qu'on explore ensuite des suites ayant un attribut tel que la forme ou la grandeur, tout en ayant 2 éléments dans le motif. Donc, après que l'enfant est en mesure de reconnaître une suite AB, par exemple, ou rouge, bâton jaune, l'enfant est en mesure par la suite de reconnaître autres attributs dans un motif qui se répète. Donc, par exemple, un bâton rouge qui est petit, un bâton jaune qui est plus grand, ou un bâton jaune qui est de côté, un bâton jaune qui est droit. Donc, on peut jouer un petit peu avec la position de l'objet, la forme. Mettons, on peut voir aussi, par exemple, une étoile jaune, un cercle rouge. Donc, on a quand même 2 éléments dans notre motif qui se répètent, sauf on a ajouté un autre attribut. Donc, il y a la forme qui est un attribut dans la suite, ainsi que la couleur qui se retrouve comme attribut dans la suite. Ensuite, nous avons modifié la structure de la suite. Ça veut dire que aussitôt qu'on a fini à travailler à reconnaître une suite qui a plusieurs attributs, on peut amener l'enfant à reconnaître des structures qui se sont modifiées dans nos suites. Par exemple, on explore des suites plus complexes en ajoutant plus d'éléments au motif ou plus d'attributs. Et les élèves feront alors face à un défi cognitif qui les mènera à un nouvel apprentissage. Par exemple, on peut ajouter des suites ABC ou ABB ou ABCD, par exemple. Donc, on a ajouté, avec cet exemple-là que je viens juste de vous donner, ABCD, ça veut dire que nous avons 4 éléments dans notre motif. Et vous pouvez ajouter d'autres attributs à celle-ci. Par exemple, nous pouvons avoir une suite qui est ABC
mais A va représenter une étoile rouge, B représente un cercle vert et C représente une roche, par exemple. Donc, il y a quand même trois différents éléments dans la suite, sauf il y a plusieurs attributs. Il y a la forme, j'ai utilisé une étoile, un cercle et une roche, et aussi la couleur. Donc, j'ai plusieurs couleurs dans ma suite. Et aussi la texture peut-être ou la taille. La roche peut être plus grande que les autres éléments dans la suite. Voilà. En quatrième, on va changer le mode de représentation de la suite. Ça veut dire qu'on représente des suites ayant la même structure, mais construites selon différents modes de représentation. Et on vérifie si les élèves reconnaissent si elles ont la même structure. Par exemple, on peut faire des suites qui sont répétées horizontalement. On peut les faire aussi verticalement. On va aller chercher des enfants qui vont peut-être voir encore mieux les régularités si on manipule un peu plus nos objets qu'on présente aux enfants afin qu'ils puissent reconnaître les suites. Donc ici, on change vraiment le mode de représentation. On peut utiliser le concret, donc les vrais coquillages, pierres, peu importe, des petites pastilles en vitre, etc. On peut aller dans le concret où les enfants utilisent beaucoup de matériel qu'ils peuvent manipuler avec leurs mains, mais aussi on peut peut-être changer le mode de représentation et utiliser le semi-concret. Donc, ça veut dire des images qu'on découpe ou qu'on a préparées en avance. Ce qu'on veut vraiment voir ici chez les enfants, c'est qu'ils ont l'occasion de manipuler le matériel. Et par la suite, on peut changer le mode de représentation pour voir s'ils sont capables de faire le transfert avec le réel et de vérifier autres attributs qui se sont représentés dans les images, par exemple. En cinquième, on explore des suites ayant un élément manquant de le motif. C'est un défi intéressant à présenter aux enfants qui doivent identifier un élément manquant dans le motif dans la suite. Donc, il faut toujours garder en tête qu'il faut donner les enfants au moins 3 fois le motif qui se répète pour qu'ils puissent vraiment comprendre quel est le motif pour le répéter. Donc, lorsque vous allez présenter un élément qui manque dans le motif d'une suite, les enfants ont besoin de voir au moins 3 fois la suite. Et ça se peut que vous pouvez mettre l'élément manquant au début de la suite, puis par la suite, mettons par exemple, si on a une suite AB, qu'il manque l'élément A dans la suite, alors la suite commence avec un espace B, A, B, A, B. On a répété 3 fois A, B et l'enfant doit aller repérer quel est le premier élément de sa suite qui manque. Alors, il faut juste garder en tête aussi que les enfants ont besoin à cet âge-ci, qu'ils ont besoin de voir qu'il y a un motif qui se répète au moins 3 fois avant qu'ils puissent trouver l'élément qui manque. Et en sixième, on va répéter des fausses pistes. Ceci fait partie du guide d'enseignement efficace, mais pour le niveau de la maternelle et du jardin, ça ne fait pas partie du programme et on ne s'entend pas que les enfants sont en mesure d'identifier des fausses pistes, mais c'est l'habilité de reconnaître qu'un attribut peut être une fausse piste dans une suite et qui contribue au développement du raisonnement algébrique. Par exemple, j'ai déjà vu des enfants qui ont fabriqué des suites. C'était des suites, je vais donner l'exemple avec AB encore. C'était des cercles bleus, des cercles rouges, des cercles bleus, des cercles rouges. Mais il y a un autre ami qui disait, mais madame, ça, ce n'est pas une suite.
parce qu'il a fait un petit cercle bleu et un grand cercle rouge, ensuite un grand cercle bleu, ensuite un petit cercle rouge, etc. Et parfois, notre intention, c'est d'identifier un attribut dans notre suite. Donc ici, l'enfant voulait juste faire sa suite selon la couleur et non la taille de ces objets. Donc, ça existe parfois qu'il y a des fausses pistes qu'on pense qu'on voit, une régularité qui n'est vraiment réellement pas dans l'intention ou dans notre suite, la structure de notre suite. Le traitement des données et la probabilité. Ceci provient de la tente 21 du programme de la maternelle et du jardin d'enfants. Il se lit ainsi de suite. Au fur et à mesure de sa progression dans le programme, l'enfant recueille, organise, représente et interprète des données pour résoudre des problèmes et communiquer une information, et explore le concept de probabilité dans divers contextes de la vie quotidienne. Ceci veut dire qu'il y a certaines compétences chez l'enfant à organiser des données, à recueillir des données dans le monde qui l'entoure, afin de résoudre des problèmes ou de communiquer une certaine pensée ou information par la suite. Pourquoi est-ce que nous faisons le traitement des données et des probabilités avec les enfants de la maternelle et du jardin d'enfants? L'enseignement du domaine des traitements des données et probabilités au cycle préparatoire et primaire vise, d'une part, à développer les compétences des élèves en matière de littératie statistique et, d'autre part, à développer leur pensée probabiliste. Pour atteindre cet objectif, l'enseignant ou l'enseignante ou les éducatrices ou éducateurs de la petite enfance doit présenter aux élèves des situations authentiques d'apprentissage qui font appel au processus d'enquête et qui favorisent l'acquisition de certaines habiletés essentielles. Ceci provient du guide d'enseignement efficace des mathématiques de la maternelle à la 3e année, traitement des données et probabilités. Alors, voici un schéma qui provient du guide d'enseignement efficace des mathématiques de la maternelle à la 3e année, traitement des données et probabilités toujours, et ça représente un petit peu comment rendre les élèves plus sensibilisés à la littératie statistique puis à développer une pensée probabiliste. Est-ce que ça arrive parfois qu'on va dehors? Est-ce que ça arrive souvent que nous irons dehors? Ou est-ce que ça arrive très peu que nous irons dehors, par exemple? De voir un petit peu les données, de les analyser pour par la suite faire des pensées puis des raisonnements qui correspondent un peu avec les données. Donc, on commence avec le traitement des données. C'est une espèce de processus d'enquête qu'on peut comparer avec nos habiletés chez nos élèves qu'on veut ressortir. Donc, au début, on cerne la situation et par la suite, on fait une collecte de données. Aussitôt que nous avons une collecte de nos données, bien, on peut par la suite les organiser. Et pourquoi c'est important d'organiser nos données? C'est parce qu'éventuellement, on veut créer une sorte de littératie statistique. On veut montrer les données, on veut vraiment montrer les data, ce qui existe pour les enfants, pour par la suite comparer certains faits. Donc, on va analyser les données et interpréter les résultats par la suite. Donc, ceci travaille tout en même temps les habiletés de raisonner, de visualiser, de résoudre des problèmes et de communiquer avec les autres, qui mènent par la suite à une littératie statistique chez l'enfant et une pensée probabiliste. Ceci provient toujours du guide d'enseignement efficace des mathématiques de la maternelle à la 3e année dans le fascicule du traitement des données et probabilités. Ici, on a un tableau de progression sur la littératie statistique. Ça veut dire des statistiques qu'on peut lire,
que les enfants peuvent comprendre selon ce qu'on a écrit ou ce qu'on a représenté. En maternelle jardin, on veut ressortir le vocabulaire, attributs, données, diagrammes concrets, diagrammes, pictogrammes. On veut surtout voir que les enfants utilisent des mots comme plus que, moins que, autant que, plusieurs, aucun. Par exemple, aucune personne a voté pour voir le film Frozen aujourd'hui. Ou il y a plus de garçons qu'il y a de filles dans la classe. Et c'est à partir des données que les enfants peuvent utiliser ces mots mathématiques, qui peuvent s'en servir de ce vocabulaire-là pour par la suite faire des comparaisons entre des choses, entre quelques données. Et donc, ceci touche à l'attente 16. Le contenu 16.2 mentionne également l'utilisation du diagramme de Venn et le diagramme hanté pour trier et classifier les éléments. Donc, vous pouvez vous servir de ces deux diagrammes-là afin de travailler et de ressortir le vocabulaire mathématique sur la littératie statistique et la collecte des données. À l'attente 22, le contenu 22.5 et 22.6, ça touche aussi à l'utilisation du diagramme de Venn, retrouvé dans votre programme de la maternelle et du jardin d'enfants aux pages 276 à 267. Donc, on veut vraiment ressortir quand même aussi la pensée probabiliste aussi, que si on utilise par exemple le diagramme de Venn, qui est deux cercles avec une intersection au centre, que souvent j'aime manger des pommes, mais je n'aime pas manger les carottes, mais parfois il est possible que je dois manger les deux. Qui se retrouvent dans mon assiette à la maison lorsque maman et papa me donnent quelque chose à manger, par exemple. Donc, vraiment, c'est juste, ça vous donne un peu une idée qu'on ressort ces mots parce qu'on veut vraiment toucher sur des données, dans ce sens qu'on veut que les enfants voient certaines données et qu'ils emploient les mots jamais, souvent, toujours, possible, impossible, afin d'avoir des preuves selon les résultats des données et qu'ils puissent ressortir le vocabulaire et de faire des pensées qui sont probabilistes. Donc, il y a une différence entre les diagrammes concrets et les diagrammes à pictogrammes. En maternelle jardin, nous voulons explorer surtout le diagramme concret parce que ce sont des données qui représentent de vraies choses que nous pouvons par la suite manipuler, organiser, représenter de différentes façons. Et ce sont des choses qui ne se sont pas représentées comme dans le diagramme à pictogramme. Ici, on voit qu'il y a des bonhommes sourires, des emojis qui représentent chaque enfant. Comme par exemple, ici, on a la taille des élèves de la classe en unité de crayon feutre. Donc, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 élèves qui mesurent moins que 10 crayons feutres, qu'il y a 3 élèves qui mesurent 10 crayons feutres exacts et qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 élèves qui mesurent plus que 10 crayons feutres. Ceci, on appelle ça le semi-concret parce que ce sont des emojis qui représentent les enfants. Donc, pour vraiment commencer à développer le sens, une littératie statistique, ce serait bien de commencer avec des diagrammes concrets. Et vous pouvez toujours aussi insérer les diagrammes en pictogramme pour représenter le semi-concret. Voici le diagramme de Venn que nous avons mentionné tout à l'heure. Alors, on a deux cerceaux ici dans l'exemple à gauche avec deux objets. Il y a un orange et une pomme. Et les enfants ont pu ressortir des attributs des deux fruits. Et dans l'intersection au centre, ça représente les attributs qui se retrouvent dans les deux fruits.
Donc, par exemple, c'est écrit que les deux ont une peau, les deux, ce sont des fruits, les deux ont une forme de sphère, par exemple. Donc, voici une autre façon de comparer les données, puis de vraiment identifier et cibler les similitudes et les différences entre deux choses en particulier. Par exemple, à droite, on est allé dans le semi-concret, ça veut dire avec des dessins. Ici, c'est une activité dans les guides d'enseignement efficace, toujours, où on a pris des animaux. En général, on a dit qu'il y a les animaux qui vivent dans notre entourage et il y a les animaux qui vivent dans l'eau. Et au centre, il y a les animaux qui vivent aussi dans notre entourage, mais qui vivent aussi dans l'eau. Donc, on voit qu'il y a une espèce d'organisation, qu'on a recueilli les données, puis on a décidé de les représenter dans un diagramme de Venn. Donc, c'est pas nécessaire de toujours représenter les diagrammes en T ou les diagrammes comme des graphes. Pour représenter nos données, on peut aller aussi, selon le programme de la maternelle et du jardin d'enfants, on peut toujours trouver, utiliser et se servir du diagramme de Venn pour représenter notre analyse des données. Le processus d'enquête. Le processus d'enquête est une démarche de résolution de problèmes qui est axée sur la collecte et l'analyse des données. Or, les données sont au cœur de toute réflexion liée à la littératie statistique et à la pensée probabiliste. Les enfants auront donc l'occasion de développer leurs compétences en matière de littératie statistique ainsi que leur pensée probabiliste dans la mesure où ils seront exposés à diverses situations qui font appel au processus d'enquête. Il y a des étapes du processus d'enquête qui peuvent vous servir à faire le lien avec le traitement des données. Donc, on cerne la situation, ça veut dire qu'on clarifie le problème, qu'il y a peut-être un déclencheur chez les enfants, une question qu'on veut résoudre, un problème qu'on aimerait analyser. On clarifie le problème. On va formuler une ou plusieurs questions auxquelles on peut répondre en s'appuyant sur les données. Donc, avant d'aller recueillir les données, il faut tout d'abord savoir qu'est-ce que nous voulons mesurer pour répondre à la question initiale. En deuxième, on va faire une collecte de données. Ça veut dire qu'on conçoit un plan pour recueillir les données pertinentes et appropriées. On va effectuer la collecte des données selon le plan et les enregistrer, soit que ce soit en format de papier-crayon, en diagramme en T, en graphe, ou bien on va aller ramasser plusieurs objets trésors qu'on trouve à l'extérieur pour justement par la suite les organiser d'une certaine façon. Et troisième, on organise les données. On va regrouper les données recueillies. On va construire une représentation appropriée. Donc, il faut penser par la suite, aussitôt qu'on a ramassé nos données, ça se peut qu'on va changer la façon que nous désirons organiser nos données. Peut-être qu'on voulait vraiment écrire les données, mais par la suite qu'on a réalisé qu'il faut vraiment prendre des photos pour représenter nos données et par la suite les mettre dans un graphe afin de pouvoir comparer les résultats. Ce serait plus facile de reconnaître qu'il y a plus de poissons qu'on a trouvés dehors qu'il y a d'insectes, par exemple. En quatrième, on analyse les données et interprète les résultats. Ça veut dire qu'on compare les données et les combiner. On va attribuer un sens aux données, répondre à la question statistique et au besoin, prendre une ou des décisions. Donc, il y avait quand même un but initial à répondre à la question. Et c'était vraiment pour résoudre un problème, un vrai problème qu'on voulait déterminer. Donc, voilà les étapes du processus d'enquête. La collecte des données dans un contexte authentique, c'est une expérience vécue. Donc, la collecte des données permet d'apprendre de nouvelles informations,
des fêtes, la météo, le fruit préféré, la couleur préférée, comment est-ce que nous voulons choisir qui sera l'ami du jour, par exemple, etc. Et c'est à l'enseignante ou l'éducatrice de déterminer une question. Donc ici, dans l'exemple qu'on a vécu avec des enfants dans notre conseil, la question a été posée aux enfants, que voulez-vous savoir à propos des animaux à l'extérieur? De l'information que vous ne savez pas avant. Et toutes les questions des enfants ont été notées au tableau. Le groupe finalement a choisi d'investiguer cette idée. Quels animaux peut-on voir ou entendre dans la cour d'école? Puis c'est à l'aide de leur journal que les enfants vont noter leurs données. Ils ont décidé qu'ils peuvent noter dans leur journal leurs données. Puis une fois que les collectes de données a été faite, comment ils vont les organiser? Il faut penser un peu comment nous allons les organiser. Voici les suggestions des enfants. Donc, les enfants ont dit qu'ils voulaient écrire sur une liste dans leur journal. Ils vont écrire, juste noter sur une liste tous les animaux qu'ils puissent entendre et voir à l'extérieur. Il y a un autre enfant qui a dit qu'on va simplement se rappeler dans notre tête. Il y a un autre qui a dit qu'ils peuvent utiliser 2 pages, une pour ce qu'on a vu et l'autre pour ce qu'on a entendu. Un autre enfant a suggéré d'avoir 2 colonnes, un avec un œil qui représente ce que je vois et l'autre avec une oreille qui représente ce que j'entends dehors. Donc, les enfants ont décidé de le représenter de la façon avec un diagramme en T, avec un œil et une oreille afin de pouvoir noter un peu ce qu'ils ont recueilli dehors. Et il est à noter que lorsque les enfants sont impliqués dans l'élaboration de la question et de la collecte de données, comment est-ce que nous allons organiser notre information si la question a été posée aux enfants? Ces derniers font plus sens pour eux. Il y a plus de poids pour les enfants s'ils sont impliqués dans l'investigation et l'élaboration de la question. Le tri et la classification des données. Donc, le tri encourage les enfants à penser aux traits importants des données qui mènent à une classification ayant un sens pour eux. Et il faut considérer 2 questions. Est-ce qu'on pense à trier les données avant ou après la collecte? Donc, il faut se dire, dépendamment de l'enquête, est-ce que nous désirons former notre collecte de données selon ce format qu'on va organiser nos données avant qu'on collecte les données, ou est-ce qu'on va aller juste tout de suite dehors, aller collecter nos données, ou on va juste observer d'une façon non linéaire ou pas vraiment en pensant comment nous allons organiser nos collectes. Ça dépend, c'est à vous de décider judicieusement comme professionnel quel est mieux et avec les enfants, quelle ce serait la meilleure méthode à organiser les données. Et quel tri nous permet le mieux de répondre à la question origine. Donc, ce sont juste 2 questions qu'il faut considérer avant qu'on décide de faire la classification des données. Puis, dans notre exemple, le tri est fait avant la collecte. Donc, on avait décidé d'organiser le matériel, les données, justement, avant qu'on est allé recueillir les données. Donc, les enfants ont organisé leurs feuilles en diagramme en T pour qu'ils puissent être faciles à repérer les données puis les comparer. Donc, ils ont fait ceci dans cet instant-là. De retour à la classe, les enfants ont dit qu'on pouvait avoir 3 colonnes. La vue, l'entendu, puis la vue et ce qu'on a entendu dehors. Donc, même après le fait qu'on a pensé comment organiser nos données avant de sortir dehors, en réalisant puis en faisant l'expérience, les enfants sont revenus en salle de classe pour dire qu'on aurait pu organiser un petit peu nos données ou notre collecte de données avant de sortir dehors pour inclure 3 colonnes. Parce qu'il y a des animaux qu'on a vus
qu'on a entendus seulement et il y a des animaux que nous avons vus et entendus en même temps. Puis, on pouvait juste noter les animaux sur des papiers et en classe, on peut décider comment les trier. Ils ont réalisé qu'ils peuvent peut-être mentionner les animaux avant de les trier, mais l'important, c'est la question ou la recherche ciblée. Puis, maintenant, les enfants ont besoin de représenter leurs données. On a recueilli les données. Ce serait une façon de faire la littératie statistique avec eux pour essayer de les représenter d'une autre façon. Comment expliquer à une autre classe ce que nous avons trouvé par un dessin? Donc, le but de la tente 21 de recueillir, organiser et représenter puis interpréter les données pour résoudre des problèmes et communiquer une information et explore le concept de probabilité dans divers contextes de la vie quotidienne. Ici, les enfants ont décidé de représenter leur collecte de données en faisant des dessins, puis en représenter leurs données avec des cubes encastrés. Donc, ils voulaient communiquer ce message à une autre classe. Donc, dans l'exemple ici à droite, on voit que Megan a vu plus d'animaux qu'elle a entendus. Et quel côté a plus d'animaux par la suite? On peut faire une analyse, poser la question, pourquoi tu as vu plus d'animaux que tu as entendus? Et si nous faisons cette collecte de données la nuit, quels seraient les résultats? Donc là, on est en train d'analyser nos données pour expliquer, pour donner des raisons pour lesquelles on a eu ces résultats chez les enfants. Donc, il y a quand même un lien qui se fait. Les enfants ont posé des questions, ils ont participé tout au long du processus d'enquête pour aller chercher les données. Puis par la suite, sont aussi impliqués en utilisant leur cerveau, puis à vraiment réfléchir sur les résultats des données. Puis pourquoi avons-nous pu voir plus d'insectes que d'autres animaux? Pourquoi nous n'avons pas vu des grenouilles? Cette analyse mène à des réflexions, justement. Voici un schéma qui présente les différents éléments à considérer lors de la planification à la maternelle et au jardin d'enfants. La planification doit se baser sur les intérêts, les besoins et les prochaines étapes d'apprentissage des enfants. À partir de ces éléments que l'équipe pédagogique connaît grâce à ses observations et à la documentation pédagogique, elle planifie l'aménagement, les invitations à l'apprentissage, les mini-leçons en petits groupes, le ou les enquêtes, les intentions ciblées pour l'apprentissage à l'extérieur, tout en incluant la technologie et la perspective autochtone. Il faut aussi garder en tête que les expériences proposées aux enfants doivent faire appel à la pensée critique, l'exploration, la résolution de problèmes et la communication. Voici différentes ressources que l'on vous encourage à consulter pour approfondir vos connaissances sur les mathématiques et le matériel ouvert en maternelle et jardin d'enfants. Pour obtenir des informations supplémentaires au sujet de la mesure, de la géométrie et le sens de l'espace, de la modélisation et algèbre, et le traitement des données et probabilités, on vous suggère de vous référer au guide d'enseignement efficace. Vous pouvez retrouver ces guides dans le site de l'atelier.on.ca dans la section des ressources en numératie ou bien le site d'apprendre-enseigner-innover.ca dans la section de ressources. Il y a également le site Apprendre, enseigner, innover, sur lequel vous trouverez une panoplie de ressources d'apprentissage professionnel de la maternelle à la 12e année. Un beau site à aller explorer.